On va s'intéresser aujourd'hui à une figure qui a littéralement façonné le monde antique, Alexandre le Grand. Comment un seul homme a-t-il pu, en un temps record, bâtir un empire immense et laisser une trace aussi profonde dans l'histoire? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Pour commencer, il faut partir d'un fait qui est tout simplement hallucinant. Alexandre n'a jamais perdu une seule bataille. Jamais. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. Très peu de commandants dans toute l'histoire humaine peuvent en dire autant. Rien que ça suffit à comprendre pourquoi, plus de 2000 ans après, son nom reste une référence absolue en matière de génie militaire. Et ce qui rend tout ça encore plus fou, c'est son âge. Il a accompli tout ça avant de mourir à seulement 32 ans. Un empire qui s'étend de la Grèce jusqu'à l'Inde, bâti en à peine une décennie. La question, ce n'est pas seulement de savoir comment il a fait, mais aussi quelle était cette force qui le poussait à aller toujours plus loin. Alors, pour comprendre le conquérant, il faut d'abord s'intéresser au prince, parce que la jeunesse d'Alexandre, elle n'a rien d'ordinaire. C'est vraiment là que tout s'est joué, que ses ambitions et ses talents incroyables ont été forgés. Regardez cette chronologie. C'est une montée en puissance éclair. À 10 ans, il dompte un cheval que personne n'arrivait à approcher. Ça en dit déjà long sur son caractère. À 13 ans, il a pour professeur le plus grand penseur de l'époque, Aristote. Excusez du peu. À 16 ans, il dirige déjà le royaume en l'absence de son père. Et à 20 ans, boum, le voilà roi. Chaque étape n'est pas juste une préparation, c'est la preuve d'un destin hors du commun. Cette phrase, elle est incroyable. C'est son propre père, Philippe II, qui était pourtant un roi puissant et respecté, qui lui dit ça. Il a compris que la Macédoine, son propre royaume, était une cage trop petite pour l'ambition de son fils. C'est bien plus qu'un compliment, c'est une véritable prophétie. Bon, son accession au trône, ce n'est pas une transition en douceur. Loin de là. Les révoltes éclatent immédiatement. La réponse d'Alexandre, elle est radicale et impitoyable. Il élimine tous ses rivaux potentiels et, pour l'exemple, il rase la ville rebelle de Thèbes. Le message est on ne peut plus clair, personne ne conteste son autorité. Une fois la Grèce matée, il peut enfin se tourner vers son véritable objectif, l'Asie. Et c'est là que la légende commence vraiment. Avoir le contrôle de la Grèce, ce n'était qu'un avant-goût. Le plat de résistance, c'était l'immense et richissime empire perse. Cette carte montre bien l'audace du projet. En 334 avant notre ère, il traverse le détroit de l'Hellespont. La légende dit qu'il a jeté sa lance sur le sol asiatique en déclarant qu'il acceptait l'Asie comme un cadeau des dieux. Il ne venait pas pour discuter, il venait pour tout prendre. Mais attention, cette campagne, ce n'est pas juste foncer tête baissée. Il y a une stratégie, et elle est brillante. Étape 1, on sécurise ses arrières en Grèce. C'est fait. Étape 2, on prend toute la côte pour que la flotte perse très puissante ne puisse plus rien faire. Étape 3, on va chercher le roi Darius III en personne pour le forcer à une bataille décisive. Et l'étape 4, la plus folle, on marche jusqu'au bout du monde. L'anecdote du nœud gordien, elle est parfaite pour comprendre le personnage. Face à un problème que personne n'a jamais réussi à résoudre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne suit pas les règles. Au lieu de chercher à dénouer le nœud, il sort son épée et il le tranche. Une approche directe, audacieuse, qui symbolise toute sa manière d'agir. Et la confrontation finale se profile. D'un côté, on a Alexandre, avec son armée plus petite, mais ultra expérimentée, et une tactique toujours offensive. De l'autre, Darius III, le roi des rois, avec les ressources quasi illimitées d'un empire gigantesque. C'est vraiment un choc des titans. La qualité contre la quantité, l'audace contre la tradition. Le point d'orgue de cette confrontation, c'est la bataille de Gagamel. Même en infériorité numérique, Alexandre, avec une manœuvre tactique géniale, fait exploser l'armée perse. Et pour la deuxième fois, le roi Darius prend la fuite, abandonnant tout derrière lui. Ce n'est plus une défaite, c'est un effondrement. L'empire perse vient de tomber. On pourrait se dire que ça y est, mission accomplie. Mais pas pour Alexandre. La Perse est conquise, très bien. Maintenant, on continue. Comme le montre la carte, son regard se tourne encore plus loin vers l'Est. Il veut atteindre le bout du monde. Et sa marche l'a mené dans des territoires que les Grecs ne connaissaient même pas, jusqu'en Inde. Mais il y a une limite que même Alexandre le Grand n'a pas pu dépasser. Ce n'est pas une armée ennemie, ce sont ses propres soldats. Après 10 ans de guerre, de marche à des milliers de kilomètres de chez eux, ils sont épuisés. Ils refusent d'aller plus loin. C'est la seule et unique force qui a réussi à arrêter Alexandre. Alexandre meurt très peu de temps après son retour à Babylone. Mais son histoire, elle, ne s'arrête pas avec sa mort. Son impact a complètement redéfini le monde pour les siècles qui ont suivi. C'est la grande question.
après sa mort. Un empire aussi immense, forgé par la volonté d'une seule personne, peut-il survivre à son créateur? La réponse est compliquée. D'un point de vue politique, l'empire éclate presque aussitôt. Mais son héritage culturel, lui, va non seulement survivre, mais prospérer. Voilà son véritable héritage. Ce n'est pas juste une histoire de conquête, c'est l'histoire d'une connexion entre les mondes. En propageant la culture grecque jusqu'au cœur de l'Asie, il a créé un nouveau monde, un monde cosmopolite. Les villes qu'il a fondées, comme Alexandrie, sont devenues des centres de savoir. Et ces tactiques de combat? Eh bien, on les étudie encore aujourd'hui dans les écoles militaires. L'époque qu'il a ouverte porte un nom, c'est la période hellénistique. Pendant près de 3 siècles, la langue, l'art, la philosophie grecque vont dominer et se mélanger avec les cultures locales, de l'Égypte à l'Inde. C'est de ce brassage qu'est née une civilisation incroyablement riche et nouvelle. Alors, au final, comment se souvenir d'Alexandre? Était-ce un visionnaire qui voulait unir l'Orient et l'Occident, un tyran sanguinaire dont les conquêtes ont coûté des millions de vies, ou simplement une légende, un personnage si grand que les jugements moraux habituels ne s'appliquent plus? La réponse, comme souvent en histoire, se trouve sûrement un peu dans les trois.